Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, la chaîne des valeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un niveau spécial de Parlard. Le prétexte, c'est les révisions du baccalauréat, spécialement les anticipés de philosophie. D'ailleurs, aujourd'hui, pour un numéro spécial de Parlard, nous avons deux éminents professeurs qui vont nous permettre un peu de donner, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler une sorte de viatique à nos potaches qui vont affronter les épreuves de fin d'année, les élèves de terminale, je voulais dire. Donc, nous avons monsieur, que vous connaissez d'ailleurs, Sanoussi Ba, qui est un professeur de philosophie au lycée des Passés Asseni, mais également monsieur Kabou, qui est son collègue de même discipline et également de même école, qui est également son partenaire. Il me semble quand même qu'ils ont des affinités qui vont au-delà même de l'aspect pédagogique. Voilà, donc nous sommes très heureux de vous recevoir aussi aujourd'hui sur ce plateau de Mourchid TV dans votre émission Parlard. Le prétexte, vous le savez, et vous-même vous avez organisé une grande manifestation pour donner davantage d'orientation et de recommandations aux élèves qui vont affronter les épreuves de philosophie, qui est réputée être une discipline complexe, je n'allais pas dire difficile, mais peut-être que vous allez nous édifier encore davantage, mais avant cela, nous allons quand même donner la parole à M. Kabou, qui va peut-être se présenter pour nos téléspectateurs. C'est la première fois que vous venez ici à Mourchid TV. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur le plateau de Mourchid TV dans notre émission Parlard. M. Kabou. Merci beaucoup de me donner la parole. En tout cas, le plaisir est partagé. Bon, c'est la première fois de venir dans votre télévision. La première émission pour moi, c'était à la RTS. Et j'ai encore de très bons souvenirs. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous aurons le bonheur de visiter ensemble certains aspects du programme. Merci. Et peut-être de répondre à quelques préoccupations des élèves. Merci beaucoup. En attendant, est-ce que la philosophie se porte bien? Écoutez, il semble que c'est cela qui est une plainte récurrente de la part des enseignants qui dénoncent le mauvais niveau des élèves, qui disent que nous avons des élèves qui ne lisent plus. Mais au regard de l'intérêt que les élèves portent à la discipline et de l'engouement que cela suscite depuis quelques années qu'on organise à Dakar ce qu'on appelle des séances de synthèse, alors nous avons un sentiment mitigé que les élèves ont de l'intérêt pour la philosophie, mais que cet intérêt est aussi articulé au fait qu'ils ont une épreuve qui se profile dans un horizon assez proche. Donc c'est difficile d'apprécier, mais on doit dire en résumé que la philosophie se porte encore bien. M. Sanoussi Ba, une présentation pour notre spectateur une seconde fois. Il vous reconnaît déjà. Merci mon frère Diak. Et donc comme vous le savez, vous l'avez dit, je m'appelle Modou Sanoussi Ba. Je suis professeur de philosophie au lycée LPA, qui s'appelle désormais depuis un mois, lycée Seydina Issa Rouhoulahi. Donc ça aussi c'est une information qu'il faut porter. C'est toujours pour moi un réel plaisir d'être en face de vous, parce que je me plais beaucoup dans votre émission pour l'art. Donc vraiment merci beaucoup. La philosophie se porte bien? Ah oui, il a affirmé. Oui, il a affirmé. Vous savez, c'est une belle dame qui, en dehors des problèmes extérieurs, se porte toujours bien, même si parfois il y a des problèmes internes, comme l'a dit, avec le niveau des élèves, bon, avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais je crois que ça va dans l'ensemble. Oui. D'accord, merci beaucoup. M. Kabou, nous allons peut-être entrer dans le vif du sujet, et c'est pour discuter un peu sur le premier domaine, qui semble être l'introduction générale à la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? C'est une question un peu laconique, mais c'est comme ça qu'on pose la question. Qu'est-ce que la philosophie? Oui, c'est une question qui est à la fois une gageure et qui porte en elle-même toute l'essence de la philosophie. Parce que c'est par là que la philosophie a démarré. Et on la met dans le programme en demandant de répondre à cette question à l'attention de ces élèves qui découvrent cette discipline. Alors vous voyez que c'est toute la difficulté, parce que définir la philosophie, c'est déjà philosopher. Or, philosopher, c'est vouloir parler de la philosophie à partir d'un certain angle. Parce qu'on philosophe toujours à partir d'un lieu et à partir d'une époque. Or, justement,
les lieux à partir desquels on philosophe. Je veux dire, si on philosophe à partir de la Grèce, si on philosophe à partir de l'Allemagne, de la France, à une époque donnée, il est entendu que cela porte les stigmates, pour ainsi dire, les marques, n'est-ce pas, et de l'époque et de la personnalité qui philosophe. Et donc, inévitablement, cette philosophie est définie d'un point de vue qui n'est pas forcément partagé par tous les autres, mais qui reste un point de vue philosophique. Et c'est justement cela qui fait à la fois la beauté et la difficulté d'appréhender cette chose-là qu'on appelle philosophie. Oui, c'est très bien, mais M. Ba, comme il l'a si bien dit, mais c'est un concept difficile à cerner. En tout cas, on a appris avec nos professeurs de philosophie qu'il n'est pas très facile de définir ce concept-là. Est-ce que également ce concept devrait nous résister, à force également de le taquiner? Est-ce qu'il ne va pas se révéler? La philosophie, c'est quoi en réalité? Bon, vous savez, pour répondre à cette question, ça dépend. Soit qu'on est dans un cours magistral, ou bien qu'on est dans une perspective d'expliquer cela à des élèves. Parce que je crois que, comme vous l'avez si bien dit, le prétexte, c'est les anticiper. Il y a des élèves qui suivent. Donc, il faut que l'on puisse leur dire des choses qui vont leur servir à l'examen. Moi, la première chose que j'explique toujours à mes élèves, je leur dis, après 2 heures de temps de cours de philo, quand vous rentrez chez vous, la première chose à dire à vos parents, c'est que nous avons appris aujourd'hui qu'il n'y a pas une définition canonique, une définition apodictique de la philosophie. Je le dis, quand on vous demande qu'est-ce que c'est qu'une définition canonique, c'est que la philosophie n'a pas une définition universelle et définitive à la fois. Cependant, il y a 3 façons de dire ce que c'est que la philosophie. La première façon, c'est cette définition étymologique. On leur dit que c'est l'amour de la sagesse. C'est l'amour de la sagesse. Ensuite, peut-être que, non pas pour définir la philosophie, mais pour leur permettre de reconnaître la philosophie si jamais ils la rencontraient dans la rue. Et c'est de dire que la philosophie s'est définie à travers un certain nombre de caractéristiques. À travers un certain nombre de caractéristiques. Évidemment, des caractéristiques qu'elle partage avec d'autres formes de conscience, mais des caractéristiques aussi qui lui sont propres. Et nous avons l'habitude de dire que c'est la seule discipline qui commence par se demander qui elle est. Donc, cette autodéfinition. La philosophie, c'est d'abord une pensée critique, et elle est une pensée critique dès les origines. Parce que c'est Socrate qui déjà considéré pour une raison ou pour une autre comme le père de la philosophie, qui dans un livre de Platon qui s'appelle Le Sophiste, nous enseigne ceci. Socrate dit que la philosophie, c'est la critique, c'est la partie la plus souveraine et la plus importante de la philosophie. Et Socrate donne un conseil en pensant, comme il sait bien le faire. Il dit, si vous rencontrez une personne qui n'a pas été critiquée, fût-il le grand roi, méfiez-vous de lui, parce qu'il est rempli de souillure, il est impur. Et la philosophie aussi, elle est cette activité subjective, parce que qu'est-ce que c'est que la philosophie? Chacun dira depuis 23 siècles ce qu'il croit ou ce qu'il pense être la philosophie. De ce point de vue, la philosophie est très subjective. Et je pense toujours à cette belle définition de Nietzsche qui se trouve dans le Zarathustra. Quand il nous parle de cette subjectivité de la philosophie, il dit « écris avec ton sang ». Écris avec ton sang et tu verras que le sang est esprit. Ça veut dire que moi et Kabou, nous nous aimons bien, nous avons de grandes affinités philosophiques, bien que nous nous connaissons à peine depuis 4 ans, mais nous n'avons pas la même conception de la philosophie, nous n'avons pas la même philosophie, parce que la philosophie, elle est subjective. Elle a aussi cette particularité d'être une activité rationnelle, parce que le philosophe, vous savez, l'être humain, il a beaucoup de facultés, il a une mémoire, il a une sensibilité, il a un langage, il a une imagination. Mais contrairement au poète, contrairement à la conscience mythique, le philosophe, la philosophie, c'est une rationalité. C'est-à-dire, comme la science, elle choisit toujours dans ses investigations de faire confiance à la raison. Donc, elle est rationnelle. Mais ce qui fait surtout que la philosophie est une discipline un peu isolée, ou en tout cas apparemment entière, c'est quand Aristote nous apprend que le philosophe doit posséder la totalité du savoir. Elle devient une discipline encyclopédique, et de ce point de vue, la philosophie a une vision, une réflexion globale. C'est la seule discipline qui s'intéresse à elle-même
et qui se pose des questions surtout. Donc toutes ces qualités font que... C'est intéressant, mais quand on parle de la philosophie, il a dit, la notion de critique, ça revient. Est-ce qu'on ne peut pas avoir également une idée beaucoup plus édifiée de comment doit être la critique philosophique? Contrairement maintenant à ce que nous croyons en tant que profanes de la notion de critique, parce que la critique n'est pas souvent la bienvenue chez nous. C'est pourquoi, est-ce que ce n'est pas une raison également qui fait que souvent les philosophes ne sont pas aimés parce que c'est des gens qui s'activent dans la critique et que la critique est aisée, comme le disait Flaubert. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Écoutez, la critique, comme nous l'avons dit tantôt, et comme Sanoussi l'a bien montré, la critique est chevillée à la philosophie comme étant sa nature même. Voyez-vous, Socrate porte la philosophie non pas à travers son discours, mais aussi à travers son attitude. Et c'est là où le personnage se confond à l'œuvre. Et donc, lorsque Socrate interroge les choses de la vie quotidienne, lorsqu'il rencontre des gens qui sont sûrs de leur savoir, mais écoute, il aimerait partager cette assurance. Et voilà ce qui l'amène, comme par une sorte de plaisanterie, ce qu'on nomme l'ironie, à leur poser la question sur des choses qu'ils affirment, qu'ils professaient. Par exemple, un religieux, comme dans Eutyphron, un religieux, supposons un prêtre, un pasteur, un marabout, il est censé savoir ce qu'est la piété. Lorsque Socrate lui pose la question, mais qu'est-ce que la piété? Bien sûr, au détour d'une conversation. Et que ce monsieur-là, il bégaye, qu'il ne soit pas en mesure de définir la piété. Alors, cette personne est renvoyée à sa propre image et donc est obligée, forcée, de reconnaître avec humilité son ignorance. Socrate le savait dès le départ, mais cette personne était tellement remplie d'elle-même, imbue d'elle-même, qu'elle ne pouvait pas le reconnaître. Mais, à force de l'interroger, cette personne se retrouve face au doute. Et justement, c'est ce doute-là qui possède tout individu lorsqu'il s'avance sur le terrain du questionnement. C'est cela qui fait que le questionnement en lui-même, c'est lui qui exprime la critique et qui révèle en même temps que l'attitude de connaissance de l'homme est une quête permanente et une recherche jamais assouvie, et que donc les questions se reposent. Donc c'est cela qui est la critique véritablement posée sous cet angle-ci. C'est intéressant, d'autant plus qu'on dit qu'en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Mais je retiens dans votre intervention que donc la critique philosophique, c'est pour rechercher la vérité. Quel est le rapport entre cette notion de critique, la philosophie en réalité, et la quête de la vérité? Non. Et les notions de questionnement également. Non, vous savez, le rapport, il est très simple, parce que la philosophie part d'un postulat très simple, c'est qu'il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de vérité universelle. Michel Foucault parle de l'immense critiquabilité des choses et des êtres. Le philosophe se dit ceci: à chaque fois qu'il y a une parole, à chaque fois qu'une action est posée, il y a toujours une part de vérité et d'erreur. Et l'erreur, non seulement elle est présente présentement, mais à chaque fois, elle revient. C'est pourquoi j'ai dit aux élèves que la critique, c'est toujours deux jus. C'est jauger et juger. À chaque fois que vous êtes devant une prétendue vérité ou une prétendue connaissance, il faut commencer d'abord par jauger. Et au lycée, j'avais fait un tableau que j'avais accroché. J'ai dit que le philosophe, il travaille toujours avec deux instruments. Il travaille avec la balance et le tamis. La balance et le tamis. La balance, le tamis, il sert toujours à jauger. Vous venez me dire que ceci, c'est la vérité. Je dis, laissez-moi le temps de jauger ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'apprécier ce que vous avez dit. Je mets votre parole, je mets votre discours, je mets votre connaissance, votre prétendue vérité sur d'abord le tamis. Et j'essaie de voir à travers les grilles du tamis, est-ce que ce que vous prétendez être la vérité, il n'y a pas une dose à 100% de fausseté, à 50% ou à 10%? Parce que l'erreur, elle est toujours présente. Il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs premières. Et maintenant, quand j'aurai fini d'utiliser le tamis, je peins la balance. Je mets votre vérité sur la balance pour voir est-ce que cette vérité, elle est ce que vous prétendez dire à 80% ou à 10%. Donc, vous voyez, le rapport de la critique et de la vérité, c'est pas non seulement de dire
est-ce qu'il y a tant de parts de vérité, mais c'est surtout derrière ce que vous prétendez être la vérité, dans le mythe, dans la science, dans la religion, quelle est la part d'erreur. Et c'est cette part d'erreur qui fait qu'il y a toujours le philosophe qui vous dit, repartez chercher, parce que ce que vous croyez être la vérité, c'est une vérité certes, mais c'est une vérité emballée dans toujours de la mais est-ce qu'il n'y a pas également un paradoxe? Mais tout ça, c'est le par, vous l'avez dit, c'est la raison qui nous pousse vers cette vérité. Cette raison-là n'a-t-elle pas parfois des limites pour appréhender la vérité? Même si vous semblez dire également dans votre argumentaire que la vérité est une quête chez les philosophes. Est une quête, on tend vers, donc c'est un idéal, on tend vers, mais on ne l'atteint jamais, parce que ce qui est supposé même être une vérité, et vous dites que c'est une vérité, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des erreurs premières. C'est un peu paradoxal, en tout cas par rapport à la notion de raison, qui a des limites et qui prétend cerner ou aller vers cette vérité-là. Mais vous savez, ça c'est l'éternel débat du statut de la raison. Du statut de la raison. Par exemple, si vous prenez un philosophe comme Descartes avec ce que nous appelons la théologie rationnelle, Descartes pense, avec l'exercice de la raison, nous pouvons tout connaître, même Dieu. C'est son conflit avec Pascal. Pascal lui dit que Dieu est sensible au cœur, n'est pas sensible à la raison. Et c'est la question que Kant va partager de façon très élégante, en disant, écoutez, la raison, elle est raison, et elle peut avoir raison quand nous sommes dans le monde des phénomènes. N'est-ce pas, le monde de la science, le monde du concret. Mais une fois que vous déplacez la rationalité dans le monde des noumens, il y a deux choses qui vont se passer. D'abord, la raison, non seulement elle est inefficace, parce qu'elle ne pourra jamais donner des réponses à certaines questions, mais aussi elle est illégitime, parce que justement, ce n'est pas du tout son monde. Donc les philosophes sont partagés de ce point de vue, et comme d'ailleurs, ils sont partagés à tout niveau. À tout niveau. Ouais. Vous êtes partagés à tout niveau. Bon, c'est ce qui fait le charme de la philosophie, il me semble. Mais qui est philosophe? Est-ce qu'en fait, on peut être professeur de philosophie sans être philosophe? Qui est philosophe? On connaît un peu la philosophie dans sa caractéristique principale de la notion de critique, mais qui est philosophe? Est-ce qu'il suffit maintenant que moi je me mets à critiquer, à émettre des doutes par rapport à mon environnement, aux choses, qu'on peut décréter cette philosophie chez moi? Écoutez, je dirais que le philosophe est d'abord le praticien de la philosophie. Et il n'a pas forcément besoin, et ça c'est mon avis, de porter l'étiquette de philosophe pour en être un. Autrement dit, il n'a pas besoin de revendiquer ce statut. Il lui suffit de faire de la philosophie. Et de la faire à sa manière, qui peut peut-être ne pas ressembler à d'autres philosophies, mais qui ne cesse pas d'être une philosophie. Tenez par exemple, Jean-Jacques Rousseau n'a jamais revendiqué un statut de philosophe, n'a jamais voulu d'ailleurs porter cette étiquette. Il n'en est pas moins un. Et des plus brillants d'ailleurs, sans cesser d'être littéraire, sans cesser de pratiquer d'autres disciplines. Voyez-vous, quelque part, lorsque on se ramène à l'enseignement de la philosophie, celui qui enseigne la philosophie est d'abord un technicien de la philosophie. Il peut être un historien de la philosophie, et peut-être même un ouvrier de la philosophie, vous parlez comme Nietzsche. Mais c'est à sa production, à son œuvre, qu'il démontre qu'il est philosophe. Or, l'œuvre transparaît dans son enseignement avant peut-être d'être visible dans ses écrits, dans ses productions. Maintenant, il ne tient qu'à lui d'assumer et d'affirmer son statut de philosophe. C'est un peu moi mon point de vue. D'accord. Mais de là, les philosophes sont caricaturés parce qu'en fait, dans la conception profane, le philosophe, d'abord, il n'est pas le bienvenu, c'est celui qui vient pour déranger. Souvenez-vous donc de Paul Forgeras qui dit que la philosophie n'est pas la recherche d'un pouvoir ni d'un savoir, mais dissolution de tout pouvoir établi et tout savoir acquis. Là, il n'est pas le bienvenu. Encore que, il se démarque également. Quel est le statut du philosophe et comment en fait il est arrivé maintenant qu'il soit un peu diabolisé et même les gens ne veulent pas être philosophes, ne veulent pas être aussi caricaturés pour s'appeler philosophes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à... Non, vous savez, les préjugés et les rumeurs sur la philosophie, c'est lié à beaucoup de choses.
Parce que vous savez, quand dans l'aventure ambiguë, le roman que j'aime par excellence, Cheikh Hamidou Kane ou Samba Diallo dit que la philosophie a dévié parce qu'elle est née religieuse, c'est vrai, elle est née presque religieuse parce que je ne sais pas ce qu'on va penser ces spectateurs qui nous écoutent, mais moi je suis en train de réfléchir sur un livre que j'appelle Socrate le prophète inconnu. Socrate le prophète inconnu. Parce qu'il me semble que ce monsieur a vécu comme un prophète, il a parlé comme un prophète, il est mort comme un prophète. D'ailleurs, Socrate, quand je pense toujours à cette phrase que les élèves récitent souvent dans ma classe, quand on lui dit quelle est ta mission, et il dit ma mission, c'est de vous dire, atteignez, qu'il ne faut pas suivre le corps, mais il faut travailler pour le perfectionnement de votre âme. Et que je vous enseigne que ce ne sont pas les richesses qui donnent de la vertu, mais c'est de la vertu que sortent toutes les richesses. Je dis, prenez la Bible, prenez le Coran, enlevez la question, ça pose encore le problème du livre de Sankaré, enlevez la question de l'immortalité de l'âme enseignée par Socrate, de la Bible, du Coran, enlever la question de la vertu dans le cœur et le comportement de l'homme dans le Coran et la Bible, je me demande bien ce qui restera. Mais pour moi, et peut-être que j'en profite pour régler une question, ce n'est pas parce que Mohammed a recopié sur Jésus, ce n'est pas parce que Jésus et Mohammed ont recopié sur les Grecs, comme prétend Sankaré, mais c'est parce que c'est une même religion, c'est un même Dieu qui a parlé à tout le monde. Et déjà dans le socratisme, dans le platonisme, vous voyez tout ça. Mais entre-temps, et la philosophie a reçu la visite, et n'importe pas quelle visite, de certains enfants vagabonds de la philosophie comme Nietzsche, et comme Aristote, comme les sophistes, comme Sartre, et les athées qui ont fait que très vite les gens ont vu dans la philosophie ce que vous appelez cet homme-là qui vient déranger. Et d'ailleurs, même dans sa transaction religieuse, Socrate était déjà considéré comme la mouche-temps, comme aime le dire Ousseynou Kane, comme cette mouche, cette torpille qui empêche les Grecs de dormir, qui leur pose des questions et qui finalement a été obligé de boire la ciguë. Et d'ailleurs, c'est la pièce théâtrale que vont jouer nos élèves dimanche, qui s'appelle les 3 grands moments de la philosophie. Et ça vous permet encore de revenir sur vraiment qu'est-ce que c'est que la philosophie. Parce que regardez, dès que la philosophie s'est séparée du mythe avec Thalès, elle est déjà une science qui pose la question d'où vient l'univers. Et pendant des siècles et des siècles, tous les présocratiques, Thalès, Anaximène, Anaxagore, ont voulu répondre à une seule question, d'où vient l'univers. Et c'est Socrate qui vient 3 siècles après leur donner la leçon avec une rupture. Le genosi ti autum, connais-toi toi-même. Que la philosophie ne peut pas être la recherche de l'origine de l'univers, mais la philosophie c'est l'homme, connais-toi toi-même. Et quand vous regardez, après Socrate, on a l'impression que tous les philosophes ont pensé que la philosophie, c'était la recherche de l'homme. Aristote va venir pour dire que l'homme est un animal politique. Schopenhauer va venir pour dire que l'homme est un animal métaphysique. Descartes va venir pour dire que l'homme est un animal rationnel. Bergson va enseigner que l'homme est un animal qui rit, etc. Jusqu'au moment où, au tournant du 19e siècle, Nietzsche va venir pour dire arrêtez. Vous ne pouvez pas fonder la philosophie sur la recherche de l'homme. La philosophie, c'est la recherche de la surhumanité. Et la philosophie déplace l'homme pour arriver à la surhumanité. Et là, rapidement, j'ai une pensée pieuse à une fille que vous allez peut-être découvrir dimanche qui s'appelle Ndeye Fatou Seck, qui est dans ma classe. Je pense à elle, quand elle incarne le rôle de Nietzsche. Très petite fille, mais brillante, avec beaucoup d'énergie. Ça fait pleurer tout le monde dans la salle. Et je crois qu'on va la découvrir dimanche. Oui, c'est dimanche, Inch'Allah. Mais c'est ce qui fait un peu, en fait, ce qui est complexe, par exemple, chez les élèves, c'est qu'ils voient un peu, comme vous l'avez si bien évoqué, qu'il y ait une contradiction entre même un père spirituel et son disciple, hein, que la philosophie c'est l'éternel questionnement et que même un philosophe qui naît démentit ou remet en cause le parricide. Voilà. Donc, mais est-ce que ça également c'est pas tellement complexe et qu'est-ce que vous avez un peu quelle orientation vous a donné aux élèves effectivement qui pensent que la philosophie finalement elle est complexe parce que tout simplement c'est l'éternelle contradiction. On ne sait pas si il faut croire à Nietzsche ou bien à Jean-Jacques Rousseau, à Platon. Également ça peut désorienter un peu. Oui, en fait ça c'est à la fois un paradoxe et un malentendu. Parce que le malentendu est le suivant. Les élèves viennent en philosophie d'une société qui reconnaît et qui institue des traditions.
des modes de faire, de penser, d'agir. Ce qui transparaît de la toile de fond, qui est que l'homme a besoin de certitude pour se rassurer, a besoin de tranquillité. Absolument. Or, la philosophie vient remettre en cause cette tranquillité-là, en amenant l'homme à réfléchir sur cette complexité qu'il connaît et vit d'ailleurs. Tout homme, pour autant qu'il vit, connaît la complexité. Parce que la vie, elle est à la fois simple et complexe. Et je le disais il n'y a pas longtemps, plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que la vie est plus complexe qu'on ne le pensait. Alors la philosophie amène à assumer cette complexité et à la penser. Mais ça dérange les élèves naturellement. Parce qu'en fait, voyez-vous, les élèves, parfois, ce que nous déplorions, ils arrivent en terminale un peu vierges du point de vue de la pensée, n'ayant pas une grande culture. Alors cette culture, s'ils l'avaient acquise, cette culture, ils étaient venus avec ce bagage en terminale, en ayant fait leurs humanités, comme on disait dans le passé, en ayant lu des auteurs classiques, en ayant lu les œuvres au programme. Alors ils se rendraient compte que dans l'univers romanesque, il y a cette diversité-là, comme on l'enseigne dans les courants littéraires. Et justement, cette diversité-là qui est simplement, qui se cristallise dans la pensée philosophique sous forme de théories contradictoires. Et dans la philosophie, justement, la contradiction, elle est assumée et vécue. Assumée et vécue, non pas seulement lorsque des philosophes s'affrontent, mais à l'intérieur d'une même philosophie, la contradiction germe lorsque le philosophe, il élabore sa pensée. Il est en prise à cette contradiction avec lui-même. Parce qu'en fait, avant même de critiquer, il critique sa propre personne. Absolument. Il critique son œuvre. Et donc, c'est ce déchirement-là, comme disait Hegel, qui traverse la philosophie. Justement, il faut que les élèves sachent que, n'est-ce pas, ce n'est pas cette vie qui recule d'horreur devant la mort, comme disait Hegel, et qui se préserve de la destruction qui est la vraie vie de l'esprit. Mais l'esprit conquiert sa vérité à condition de se trouver dans cet absolu déchirement. C'est ce déchirement-là, ils sont dans une phase initiatique. Parce que, tenez-vous bien, dans la politique, les débats contradictoires sont présents, mais parfois sont mal vécus et mal gérés. Mais le débat contradictoire, c'est de lui que naît la vérité et le projet de société. Mais dans les tribunaux, les gens ne font pas autre chose. Lorsque face à un problème, lorsqu'on se pose la question où est la vérité, des arguments s'affrontent. Et les arguments essaient d'être les plus convaincants, les plus pertinents les uns que les autres. Mais c'est cela qui se retrouve dans la philosophie. Et justement qui les prépare à la vie. Vous voyez bien pourquoi on ne doit pas esquiver ce débat. Voilà. Au contraire, la philosophie prépare à entrer dans la vie. Ça nous amène à penser, à réfléchir sur le sens, la valeur et la finalité de la philosophie. Philosopher pourquoi maintenant? Donc peut-être que vous avez un peu anticipé, mais pour résumer un peu par rapport à ce que vous venez de dire, la contradiction n'affecte pas en fait la beauté de la philosophie, et que Paul Valéry a dit que rien n'est plus fécond que ce qui permet aux esprits de se diviser et d'exploiter ces différences, même s'il n'y a point de repère commun qui nous oblige à s'accorder. Maintenant, quelle est la valeur de la philosophie? Pourquoi philosopher? Non, vous savez, la valeur de la philosophie et le pourquoi du philosopher, moi je crois que c'est le vieillard d'Athènes, comme je le dis souvent aux élèves, Socrate l'avait compris. Parce que quand il y a eu ce face-à-face entre Socrate et ses ennemis, les sophistes, et qu'on est allé voir l'oracle de Delphes qui annonce de façon péremptoire que Socrate est l'homme le plus sage de son temps et de sa cité, quand on est venu lui dire que l'oracle a choisi de faire de vous, etc., l'homme le plus sage, la réponse de Socrate a été correcte. Et simple, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, parce que c'est la plus belle leçon qu'il me semble de toute l'histoire de la philosophie, parce que Socrate avait compris une chose. Le réel est labyrinthique. L'homme est labyrinthique, le monde est labyrinthique. C'est-à-dire que non seulement le réel est complexe, mais il est changeant. Quand nous sommes devant la complexité du monde, devant laquelle aujourd'hui la science elle-même s'agenouille, n'est-ce pas, pour ne pas dire démissionne, on ne peut pas espérer pouvoir emprisonner la vérité dans des mots et dans des canaux. Et c'est la leçon que Nietzsche donne aux scientifiques. Quand Nietzsche dit aux scientifiques que n'insultez pas le réel, comment voulez-vous connaître le réel avec vos serviles calculs et vos serviles exercices de mathématiques? Arrêtez de penser que vous pouvez emprisonner le réel à travers les mathématiques et à travers la physique. C'est pourquoi la philosophie pense, comme vous l'avez dit, qu'il faut réellement la dialectique, le dérangement et le déchirement. Et Nietzsche le montre dans son œuvre quand il dit, à la fin du 19e siècle,
que ma philosophie est le bouleversement de toutes les certitudes enseignées. Ma philosophie est le bouleversement de toutes les... Quelle est la formule qu'il dit encore? Ma philosophie est le bouleversement de toutes les certitudes enseignées et de tous les enseignements qui pensent être de la certitude. C'est un éternel recommencement parce que je crois que nous n'avons pas la capacité de dominer et de photographier le réel une fois pour toutes. Sinon, ce sera la mort de la connaissance, pour ne pas dire de la philosophie. C'est très bien. Voilà, je voulais également rebondir sur un aspect. C'est un sujet qu'un des élèves m'a suggéré. Et il dit qu'en quoi, en fait, c'est un peu difficile de comprendre en quoi la philosophie serait-elle fille de son temps. En tout cas, quelle perception on devrait avoir maintenant de ce sujet. Est-ce que ça veut dire que donc il y a autant de contexte social que de philosophie, que de philosophes, et que par conséquent, en changeant de génération, de contexte, la philosophie peut changer. En tout cas, c'est la compréhension peu profane. Et on aimerait également davantage d'éclairage pour vous, spécialistes, philosophie, fille de son temps. Mais écoutez, en quoi la philosophie est-elle fille de son temps? Il me semble d'ailleurs qu'au début de notre propos, nous avons énoncé cela. En disant simplement que la philosophie parle d'un espace et d'un temps. Chaque philosophe parle en un temps déterminé et d'un lieu déterminé. Cela revient à dire simplement que le philosophe appartient à une société, à un environnement. Et comme dirait l'autre, le philosophe ne peut pas sauter au-delà de son temps. Il est d'une certaine manière prisonnier de son époque. Ou si vous préférez un terme plus ou moins voisin, il subit les influences de son milieu et de son environnement. Les croyances, les traditions, les rites, et tout cela participe à la formation de son esprit. Alors forcément, il ne peut pas s'en départir. Mais donc, il appartient à son époque. Et que donc, il ne peut pas philosopher au IVe siècle avant Jésus-Christ comme on philosopherait au XVIIIe siècle. Parce que les époques ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Le niveau des connaissances n'est pas le même. Donc le philosophe, il est, pour parler comme certains, celui-là qui est le condensé des pensées de son époque. Voilà. Alors il en fait une sorte de condensé et il essaie de donner à lire les contradictions, de donner une lisibilité, de donner sens, si vous voulez, aux réalités qui traversent sa société et son époque. Et d'en donner une lecture, mais de son point de vue, qui n'est pas la seule lecture. C'est là, c'est en ce moment que la philosophie est toujours aussi, quoi qu'on dise, une perspective. Même si elle a une prétention d'être une pensée globale, n'est-ce pas? Universelle. Voilà, elle est une perspective. Et donc, c'est cela qui concerne. En fait, ça corrobore un peu le point de vue d'Engels qui dit que ce sont les infrastructures socio-économiques qui déterminent la superstructure idéologique. La manière de penser, donc, dépend de la manière de vivre. Je ne voulais pas justement épuiser cette question parce que quand on dit que le philosophe ne peut pas sauter au-delà de son époque, c'est une pensée bien des marxistes qui disent que la conscience, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est inversement la vie qui détermine la conscience. Autrement dit, c'est les conditions matérielles d'existence qui influencent notre manière de voir et de penser le monde, et non l'inverse. Autrement dit, la manière de vivre, on pense différemment. Victor Hugo l'a résumé en une seule phrase. On pense différemment dans un château que dans une chaumière. Donc cela veut dire simplement qu'on ne peut pas penser hors de son époque. Cela dit, on ne doit pas oublier le fait que même lorsque la philosophie appartient à une époque, elle parle d'une époque déterminée vers, n'est-ce pas, le monde, la philosophie aussi transcende les époques et les temps. Voilà pourquoi le discours philosophique nous parvient, même de Platon, même de Socrate, même d'Aristote. Ce discours-là semble actuel, même s'il a traversé des siècles et des années. C'est en cela que le discours est à la fois temporel et intemporel. Et même Nietzsche dira le discours intempestif. Mais ça, en fait, heureusement, vous avez un peu trafiqué. Mais professeur, quand vous parlez comme ça, vous niez donc la philosophie africaine? Non. Nous sommes dans un contexte. Heureusement que mon ami Kabo n'a pas prêté le flanc, parce que j'aurais voulu avoir l'occasion de le griffer, mais heureusement qu'il a bien tenté. Parce que vous savez, quand on pense que la philosophie est la fille de son temps, ça dépend. Parce qu'il arrive que le regard du philosophe traverse le temps
et pose des débats qui sont indépassables. Je vous donne l'exemple de trois philosophes, Rousseau, Platon et Socrate. Regardez la belle phrase de Platon quand il nous parle du problème de l'ordre et de la loi. C'est un texte qui a été écrit au 2e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ et qui est aussi aujourd'hui valable. Quand il dit que lorsque les pères s'habituent à laisser faire les fils, lorsque les enfants ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant les élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne trouvent plus au-dessus de l'autorité de personne ou de rien, c'est alors en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. Mais ce texte, affichez-le dans n'importe quel lycée, affichez-le dans n'importe quelle famille aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il a été écrit en 2014. Quand, par exemple, Rousseau pose le problème de ce que j'appelle le désordre scientifique, c'est-à-dire la science qui fait de l'homme un dieu, non seulement l'homme ne se suffit plus de la nature, mais avec la science, l'homme est capable aujourd'hui d'aller au-delà de la nature, de transformer le monde, de créer des monstres. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de transsexisme, pour parler un peu d'épistémologie. Nous sommes dans un monde d'esthétique chirurgicale. Nous sommes dans un monde de clonage. Nous sommes dans un monde où, comme le dit Jean Rostand, l'homme est devenu un dieu avant même de prendre le temps de devenir un être humain. Et quand vous posez justement le problème de la dualité de l'âme et du corps, dans un monde matériel où, comme dit Renan, nous sommes de simples ramasseurs d'objets, dans un monde où notre modernité est signe de matérialité, d'abandon de l'âme, Socrate avait déjà montré aux hommes qu'il ne faut pas donner le pas au corps, il faut travailler pour le perfectionnement de l'âme. Voilà autant d'exemples qui montrent que des philosophes avant Jésus-Christ, des philosophes du XVIIIe siècle avaient attiré l'attention des hommes. C'est comme si c'était des prophètes qui disaient « Attention, voilà l'avenir, attention, voilà l'avenir ». Mais par là, vous niez la philosophie africaine. Moi, en fait, j'avais un peu compris cette question de cette manière-là. En fait, changeant de contexte, on change, comme on dit, autre temps, autre mœurs. En changeant de contexte, on change de nature. Et par conséquent, la philosophie est vécue ou perçue en Occident pourrait être donc différente d'une autre philosophie perçue ou en tout cas dans un autre contexte. Je veux aborder un peu la question de la problématique de la philosophie africaine. Non, vous savez, la problématique de la philosophie africaine, c'est toujours revenir sur le problème de l'identité et de la définition de la philosophie. La première question par laquelle vous avez ouvert le débat, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Les europhilosophes ont dit, Marchin et toi, qui pensent que la philosophie, c'est avant tout cette doctrine systématisée, critique et rationnelle, et qui disent que l'Afrique traditionnelle n'avait pas de philosophie parce que c'était un continent de mythes. Peut-être que c'est une conception qui peut avoir sa raison d'être. Mais quand vous prenez aussi de grands intellectuels comme Hassan Silla, quand vous prenez des grands intellectuels comme Mamoussé Diagne, qui parlent de la philosophie et des philosophes en Afrique noire, les pensées discursives en Afrique noire, moi je crois que c'est un simple problème de position qui se pose. Est-ce que la philosophie c'est avant tout un problème de contenant? Ce que je dis, c'est de la philosophie parce que j'aborde des thèmes qui sont dignes de la philosophie, je parle de l'âme, je parle de Dieu, je parle de la société, ou bien est-ce que c'est la façon dont je parle de toutes ces choses en tant que rationalité, en tant que critique et en tant que subjectivité qui font que ce que je dis c'est de la philosophie? Moi je pense que c'est un débat que je ne peux pas personnellement trancher. Mais de mon point de vue, il peut y avoir de la philosophie en Afrique, non pas parce que les Africains ont écrit, non pas parce que les Africains ont été rationnels, mais parce que les Africains ont parlé de choses qui interpellent pleinement et primordialement l'être humain et qui participent à l'éducation de l'individu et qui participent surtout au mouvement de l'âme. Pour moi, la philosophie, c'est un problème de contenu et on peut considérer comme Kouchou Barma était pleinement un philosophe aussi bien que Socrate. Et d'ailleurs, Hassan Silla dit, si vous me dites que l'Afrique n'a pas de philosophie parce que les Africains n'ont pas écrit, il faut enlever le nom de Socrate. Socrate était un analphabète. En tout cas, il y a un débat. Certains disent que Socrate savait écrire, mais il n'a pas écrit.
pour des raisons personnelles, d'autres disent qu'il ne savait pas écrire. L'un dans l'autre, Socrate n'a rien écrit. Et n'eût été Platon, Socrate tomberait dans l'oubli. Et aussi, Hassan Sylla l'a dit, si vous dites que l'Afrique n'a pas de philosophie parce que c'est un continent fondé sur le mythe, il dit, écoutez, de ce point de vue, il faut enlever le platonisme, parce que toute la philosophie de Platon est fondée sur le mythe. Et si Platon et Socrate sortent de la philosophie occidentale devient ipso facto orpheline, et même elle va mourir de sa belle mort. C'est très bien, M. Kaboui. Là, je pense qu'on peut épuiser cette question de la problématique de la philosophie africaine. Moi, j'aimerais, par exemple, lorsqu'on est presque au terme de notre émission, qu'on revienne sur les concepts de rapport entre philosophie, science, philosophie, religion. C'est également des pistes de réflexion qui, dégagées, pourraient donner davantage d'orientation à nos candidats. Écoutez, puisque nous restons sur ce thème de la philosophie, mais nous avons montré qu'il y avait véritablement cette difficulté à définir cette chose qu'on appelle philosophie. Non pas qu'il n'existe pas de définition, mais une définition qui soit unanime, partagée par tous. Donc, l'autre raison, c'est que la philosophie est cette chose qui n'a pas fini de se déployer, et donc, en tant que telle, on ne peut pas la cerner, parce qu'elle continue de se développer. Même si certains philosophes ont décrété que la philosophie s'arrêtait avec eux. Je veux penser à Hegel, donc qui a été interprété d'une certaine manière, parce qu'il a tel qu'il concevait la philosophie, il pensait qu'après lui, certains l'ont interprété en disant que non, il a voulu montrer qu'après lui, il n'y aura pas de philosophie systématique. Toujours dit que la philosophie continue. Mais alors, cette philosophie-là, quel est son rapport avec la science? Ce rapport a été peut-être, n'est-ce pas, dit en filigrane dans notre discours, c'est que la philosophie a son origine dans un discours rationnel. La science également est un discours rationnel. Or, si deux disciplines partagent le souci d'abord de la clarté, le souci de la non-contradiction, le souci d'un discours qui se veut cohérent, logique et rigoureux, c'est que ces deux disciplines ont quelque chose en commun. L'autre chose, c'est que le discours philosophique, tout comme le discours scientifique, porte sur le monde et sur l'être. Et la science, à son origine, bien entendu, était un discours qui se confondait avec la science, avec la philosophie. Pour cette raison-ci, c'est que Thalès, Pythagore, Anaximandre, Anaxagore, tout ce qu'on a appelé présocratique, mais est-ce qu'on pouvait les qualifier de philosophes ou d'hommes de science? Ils étaient les deux à la fois. Absolument. Sans cesser d'être l'un et l'autre. Parce que, quelque part, le philosophe se voulait être un sage, celui-là qui, en se servant de sa raison, veut rendre compte du monde. Et que donc, il n'y avait donc pas de dichotomie entre ces deux disciplines. Et c'est cela qui a prévalu jusqu'au XVIIe siècle. Absolument. Même si, à un certain moment, Aristote, dans sa classification, a voulu que la philosophie première, qu'on appelait métaphysique plus tard, soit comment on l'appelle encore, le truc de voûte, n'est-ce pas, la clé de voûte de la philosophie. La clé de voûte, ça veut dire que la philosophie est pour raison ultime l'être en tant qu'être. L'ontologie. De ces êtres, de cet être-là, naissent toutes les sciences. Si c'est le cas... Le pourquoi ontologie, comme on dit. Voilà. Si c'est le cas, ça veut dire que la philosophie serait, à tort ou avec raison, considérée comme étant la mère des sciences. Et la religion, la philosophie-religion? Alors, si je termine sur ce point, si la philosophie est considérée à tort ou à raison comme la mère des sciences, il demeure qu'à partir du XVIIe siècle, la science revendique une autonomie. Parce que la science parvient à fournir des preuves sur ce qu'elle avance sur le monde, par le biais de l'expérimentation. La science a conquis son indépendance et donc s'est démarquée de la philosophie. Mais porte les germes de la philosophie dans son questionnement et dans son déploiement, qui est d'expliquer le monde. Maintenant, la philosophie, quand elle a perdu ce territoire que la science a investi, la philosophie n'a pas cessé d'être. Elle a continué à se poser des questions que la science peut-être ne se pose pas. Et les deux ne sont pas forcément en compétition. Du moins sur le même terrain. Les deux investissent chacun un domaine propre. Et ce que je peux vous dire, c'est que les découvertes de la science informent la philosophie. Et le philosophe est obligé de s'informer des découvertes de la science pour pouvoir affiner son discours et poser des problèmes éthiques
que la science ne pose pas. Et là, la philosophie devient la servante de la science. Mais pas tant que ça. La philosophie tient une lampe et lanterne et éclaire la science sur la portée de sa recherche ou sur les dangers que sa recherche porte. Est-ce qu'on peut avoir la philosophie et la religion, on va faire pression non, là. Vous savez, philosophie, religion, philosophie, chiasse, rapidement. Je voudrais seulement dire ceci aux élèves qui nous écoutent, que quand il faut analyser les rapports de la philosophie et de la science, voilà à peu près moi comment je conçois les choses. Comme il l'a dit, la philosophie elle est critique, la science elle est critique. La philosophie elle est rationnelle, la science elle est rationnelle. Mais voilà la différence. C'est que la rationalité scientifique, comme le dit Kabou, c'est une rationalité expérimentale qui investit le monde de la nature, le monde du concret. La rationalité philosophique est une rationalité théorique qui investit le monde de la métaphysique et le monde de la morale, de la société. Si vous prenez le problème de la critique scientifique, elle a ceci de spécial, c'est que c'est une critique qui a des limites. Parce que la science, elle reconnaît des vérités objectives et universelles. Une fois qu'elle trouve des vérités, elle est obligée d'arrêter sa critique. Alors que la critique philosophique, comme le dit Marcin Toa, c'est un sacrilège. Et c'est une critique tout azimut, elle n'a pas de limite. Non seulement c'est une critique qui porte sur tous les objets, mais c'est une critique qui n'a pas de limite. En ce qui concerne la philosophie et la religion, vous savez, moi quand Martin Heidegger dit une philosophie religieuse c'est un cercle carré, ça n'engage que lui. Un cercle carré, c'est-à-dire une impossibilité, un non-sens. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas plus grand philosophe que Pascal. Or, Pascal est au cœur de la religion. Il dit, Jésus c'est la vérité, Jésus c'est la voie. Il n'y a pas pour moi plus grand philosophe que Souleymane Bachir Diagne. Aujourd'hui, il est l'imam d'une mosquée quelque part en Amérique. Sans entrer dans les grandes traditions religieuses chrétiennes et musulmanes où on trouve d'excellents philosophes et d'excellents musulmans qui sont des gens comme Pascal, comme Ibn Arabi, comme Al-Ghazali. Pour moi, c'est une simple question. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et quelqu'un peut investir le concept au nom de Dieu comme quelqu'un peut investir le ciel au nom de la République. Voilà, donc peut-être nous allons peut-être introduire une rubrique qu'on appelle rubrique trésor. Nous avons invité beaucoup de professeurs, non pas pour faire du buzz, mais pour vous permettre d'entendre de nouvelles voix. Parce que chacun d'entre vous, qui viennent de lycées et d'établissements différents, peut avoir dans sa classe un excellent professeur. Mais la richesse, c'est aussi la philosophie. Donc ça va vous permettre d'entendre beaucoup de professeurs, mais surtout d'écouter les discours et de conseils. Et quand nous sortirons ici, de savoir qu'au-delà du bac, ce que nous voulons, c'est une citoyenneté active, une philosophie qui joue un rôle prépondérant et prééminent dans ces pays. Je vous remercie beaucoup. Les élèves de l'école privée César, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre thème qui porte sur la conscience et l'inconscient. Waouh! Waouh! Conscience par-ci, conscience par-là. Mais c'est quoi la conscience? Présenter ses actes et ses états, ce qui fait qu'elle nous détermine et exprime notre grandeur. Alors, peut-on dire que la conscience détermine l'homme? Selon moi, Descartes. La conscience est l'acte de penser sans qu'il ne soit forcément tributaire du monde extérieur. Dans ma conception, le lieu de manifestation de la conscience se trouve dans l'acte de penser. Car dès que je pense, au moment où je pense, j'ai nécessairement conscience d'exister en tant qu'être conscient de ses actes et de sa situation. C'est ainsi que mon existence n'est rendue possible que par ma capacité de penser.
Ces idées peuvent bien se lire dans ma conception, le cogito ergo sum. C'est quoi le cogito? Le cogito, c'est cette vérité que je découvre au moment du doute. Car doutant de tout, de mon existence, de mes connaissances, du monde, je me suis rendu compte que je peux douter de tout, mais je ne peux pas douter du doute lui-même. J'existe donc en tant que conscience, en tant que pensée. Je pense, donc je suis. Contrairement à toi, Descartes, qui pose l'identité du je comme réel, sans contact avec le monde extérieur. Nous, les phénoménologues, nous allons soutenir que cette identité du moi est le résultat d'une activité. Pour être clair, l'acte de penser n'est possible que par rapport au monde extérieur. La conscience est indissociable au monde extérieur, car elle se définit dans le rapport qu'elle entretient avec ce qui lui est extérieur. La conscience de ma propre existence est en même temps une conscience immédiate d'autres choses hors de moi. Moi, Bergson, la conscience est appréhendée à travers la temporalité. Eh ouais. Car être conscient, c'est avoir des repères temporaires. Pour moi, le temps, c'est la durée. C'est-à-dire un temps qui est subjectivement vécu. De ce fait, on a deux traits qui nous permettent d'identifier la conscience. Lesquels? C'est la mémoire et l'anticipation. Ouais, la mémoire et l'anticipation. Nous savons tous que la mémoire est avant tout. C'est-à-dire, cette accumulation que l'esprit fait sur son passé. Elle est ensuite anticipation. C'est-à-dire, cette projection que l'esprit fait sur ce qui n'est pas encore. Pour moi, Husserl, la conscience est toujours en relation avec quelque chose d'extérieur. Et pourquoi? Car elle est intentionnelle. Intentionnelle, vous dites? Ouais, intentionnelle. Vous avez cédé le pouvoir à votre frère pour étudier la philosophie. D'où vient l'univers? À mon avis, l'univers vient du feu. Quelle est la source première de l'univers? Le feu est à la fois la substance génératrice et destructrice. Le feu est l'unité, et l'unité est la perfection. Le feu, associé à la loi du mouvement, crée cette perfection du devenir. On ne se baigne jamais deux fois dans les eaux d'un même fleuve. Tout coule, tout bouge. Tapantare, tapantare, tapantare. Un être humain désigne la mer ou l'océan et lui dit « Cède-moi de la place pour habiter ». Nous sommes au cœur de la métaphysique. Oui. Parce que il y a ce qu'on appelle les concepts métaphysiques, les interrogations métaphysiques et aussi les faits métaphysiques. La métaphysique, comme dit le mot, c'est quelque chose qui est au-delà de la physique. Et la physique, c'est quoi? C'est tous ces objets que nous pouvons toucher ou en tout cas soumettre à l'expérience. Ces objets que je peux connaître par ma raison ou par mes sens. La métaphysique, c'est le contraire. Quand vous dites Dieu, c'est un concept métaphysique. De sorte que maître, si maître Amadouba du lycée de Bambay est dans sa chambre et il réfléchit sur la mort, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire de la métaphysique. Si le biologiste entre dans la salle de classe avec les éprouvettes graduées pour faire des expériences, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait une expérience physique. Si M. Silla de Academia Lima Moulay manipule les X, les Y, les ln et les exponentielles, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait de la science des mathématiques et de la physique. C'est pour dire qu'il y a autant de réalités auxquelles l'homme est confronté, mais qu'il n'arrive pas à démontrer de manière rationnelle. Ce qui veut dire que la raison elle-même
qui constitue l'essence de l'homme, a du mal à percer certaines questions énigmatiques et certaines questions mystérieuses. Quand Cheikhoul Khadim jette la natte sur la mer, il prie sur la mer. On sait tous, c'est une vérité. Mais une vérité qui ne peut pas être démontrée par la raison. Mais avant pour commencer par le commencement, la métaphysique a commencé à chanter le monde lorsqu'on nous apprend ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Qu'un homme est né, un grand prophète qu'on appelle le Christ, sans père biologique. C'est l'une des premières preuves et épreuves mathématiques, je veux dire métaphysique du monde. Autre réalité mystérieuse, les conditions dans lesquelles le prophète est allé à la réponse de son Seigneur. Parce que la philosophie n'est pas un discours unique, mais un discours pluriel. Et c'est justement la pluralité de ce discours qui consacre la philosophie comme étant ce discours qui d'emblée accepte la contradiction. Non pas la contradiction avec d'autres vérités ou d'autres systèmes qui lui font face, mais la contradiction avec elle-même. La philosophie, autant le dire, c'est cette discipline qui s'interroge sur elle-même, sur sa propre prétention et sur sa vérité. La philosophie est autocritique, elle est critique. Elle est critique parce que le souci n'est pas seulement de remettre en cause, mais c'est le souci, c'est de dire que derrière les apparences, il y a certainement quelque chose. Et l'homme n'est pas appelé à vivre sous le voile des apparences, mais aller au-delà. La philosophie a-t-elle réussi? On ne sait. Dans tous les cas, les écoles philosophiques ont foisonné, ont fleuri pour ainsi dire, et il y a eu des contradictions entre différents systèmes philosophiques. Cette contradiction ne remet pas en cause la philosophie. Au contraire, Hegel l'a enseigné, la philosophie vit et prospère dans la contradiction. La contradiction est inhérente à la philosophie. Il disait d'ailleurs dans cette phrase très belle que je trouve, que ce n'est pas cette vie qui recule de devant la mort et se préserve de la destruction qui est la vraie vie de l'esprit, mais cette vie qui se maintient dans la mort et qui persévère. Donc c'est pour dire que la philosophie vit dans un absolu déchirement. Ainsi que l'esprit lui-même est dans un absolu déchirement, la philosophie elle-même dans un absolu déchirement. Et c'est pourquoi cette contradiction fait naître le progrès. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous venons de suivre un de nos collègues qui a bien voulu nous introduire un peu la notion d'art et philosophie, donc la notion d'esthétique. Est-ce que M. Kabou a quelque chose à apporter, à ajouter par rapport à cette perspective? Il est parti de la littérature, mais il a donc montré ce rapport-là qui existe entre la philosophie et l'art, qui me semble être le dernier domaine du programme de philosophie. Mais la philosophie, un penseur comme Nietzsche a montré que le philosophe, il est artiste. Donc, en tant que tel, il veut mettre en évidence l'idée selon laquelle le philosophe est un créateur. Est un créateur dans le domaine de la pensée et qu'il a un regard sur le monde qui n'est pas forcément ce regard-là qui se réduit à vouloir expliquer seulement le monde, mais il rêve le monde, il le pense autrement. Et l'artiste ne fait pas autre chose. Maintenant, pour ce qui est du domaine de la production artistique elle-même, qui elle est diverse, il faut le dire. Parce que l'art part de la littérature au roman, en passant par le théâtre, mais aussi par les arts visuels, comme on peut le voir avec la Biennale de Dakar, et par toutes les formes d'expression. Alors ces formes d'expression laissent voir qu'il y a une liberté dans l'inspiration et dans la créativité. Et si je puis résumer cela, il me vient à l'esprit un beau texte de Tanella Boni, lors de son discours inaugural à l'université d'Abidjan. Elle a comparé la philosophie au jazz, en disant que la philosophie est ainsi que le jazz. Lorsque ceux qui s'avancent sur le terrain de la philosophie ont une suffisante maîtrise de leur instrument, alors ils peuvent laisser un libre cours à leur création. Donc si le philosophe, il crée, il produit comme un artiste, il n'est pas difficile pour lui de comprendre l'art et d'essayer à sa manière de donner son regard sur l'art, justement sur la création artistique. Qu'est-ce qu'elle est réellement? Du terme grec poésis, qui veut dire création. Et donc la création artistique, n'est-ce pas,
quelle que soit sa diversité, elle met en évidence le génie de l'homme, sa sensibilité. Et donc, l'art plastique, qui donne le nom à esthétikos, l'art sensible, n'est-ce pas, traverse également notre quotidien. Et les philosophes, à défaut de donner un sens à l'art, ce qui serait un péché, parce que l'art en lui-même s'épuise à travers sa créativité à donner un sens qui lui est propre et dont l'interprétation dépend de celui qui l'approche, qui la voit, n'est-ce pas, et qui se l'approprie, n'est-ce pas. Et donc le philosophe, il est tout à fait à l'aise de faire voir l'art, de pointer le regard sur l'art pour en expliquer et les origines, qui sont religieuses, ça on l'oublie souvent, et en expliquer la dynamique de créativité, et en expliquer parfois les fonctions. Parce que l'art, quelque part, n'est pas créé simplement de manière innocente. L'art remplit dès ses origines une fonction qu'on ne peut pas lui dénier. Et c'est ça qui fait son essence, et la philosophie fait voir cela. C'est très important, surtout le regard critique des philosophes. Et puis, il se ressemble à un philosophe. Il est aussi caricaturé qu'un artiste, parce qu'ils sont un peu des marginaux pour l'homme du sens commun, pour le profane. Il faut rectifier, sinon je m'embarquerai dans un réseau de considération. On pense que je ne suis pas tendre avec les philosophes. Bon.